Pour vous dire quelques mots quand même sur Constance. Constance, voilà, donc effectivement, on a été financé sur un appel d'offres infrastructure nationale biologie santé. Alors pour la petite histoire, on a présenté comme tout le monde sur l'appel d'offres cohorte. Voilà, et cohorte, on nous a dit non, parce que votre projet il est super bien, mais vu votre demande de financement, vous allez assécher l'appel d'offres. Donc présentez-vous sur infrastructure nationale biologie santé. Mais alors là, avec toutes les infrastructures du ministère, et on était la seule cohorte. Et donc finalement, on a été financé dans le cadre de cet appel d'offres. Donc Constance est une infrastructure, elle est fondée sur une cohorte prospective en population de 200 000 volontaires, suivis de façon active. Et il y a quelque chose dont nous, on est tout à fait d'accord avec Marie-Aline, c'est ce qui est important dans les cohortes, c'est les effets de sélection et de mettre en place tout ce qu'on peut pour travailler sur ces effets de sélection et voir peut-être même redresser. Et donc, on a mis en place une cohorte de référence de 450 000 personnes. Et ces 450 000 personnes, elles sont suivies, comme les cohortes de volontaires, dans les bases administratives. Et nous, on a eu la chance, dès le départ, comme on travaille avec l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, d'avoir accès quelque part dans le système au NIR et avec un lien entre l'assurance vieillesse et l'assurance maladie pour appareiller dès le départ nos données avec celles du Système national des données de santé, mais également avec celles du Système national de gestion des carrières de l'assurance vieillesse qui nous permet d'avoir tout l'accès à la vie sociale et professionnelle des volontaires et des non-volontaires. Donc, entre cette cohorte de référence et la cohorte volontaire, on peut calculer des coefficients de pondération. Donc, l'idée, c'était de servir effectivement de plateforme polyvalente pour la santé publique et la recherche en santé, et pour pouvoir travailler la santé. Alors, on était assez mégalo sur toute la santé, et c'est tous les facteurs de risque qu'on peut étudier dans cette population. Et comme ça, contribuer à de nombreux domaines de recherche, la surveillance, les facteurs de risque des maladies, les biomarqueurs précoces des maladies, et les effets indésirables à long terme des médicaments. Donc, si on dit Constance en quelques mots, une infrastructure, c'est ce que j'ai dit, une cohorte voilà, au club des très grandes cohortes internationales, parce que quand on a lancé effectivement ces appels d'offres cohortes, il n'y a pas qu'en France qu'on a eu ces idées-là, et qu'en fait, déjà, dans d'autres pays, il y avait des très, très grandes cohortes, et tout le monde cite UKBiobank, et tout le monde a envie de ressembler à UKBiobank, et tout le monde aimerait avoir les financements d'UKBiobank qui s'élèvent actuellement à plus de 600 millions d'euros, sans compter les financements privés. Donc, on a eu beaucoup de financements, mais on n'est pas arrivé quand même jusque-là. Mais donc, il y avait quand même, voilà, il y a la cohorte allemande, voilà. Donc, actuellement, il y a un grand consortium qui réunit toutes les grandes cohortes de plus de 100 000 personnes, et on fait partie de ce consortium. Donc, actuellement, donc notre objectif, c'est à partir de cette cohorte, de ces volontaires qui se sont portés, qui acceptent qu'on recueille des données sur eux, de recueillir un maximum de données sur ces personnes, que ce soit à la fois par questionnaire, sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'ils boivent, etc., mais aussi via des données d'environnement, via des données des bases administratives, via de la génétique, de la biologie, etc., etc. Donc actuellement, on a plus de 6 000 variables par individu, avec, comme je vous dis, des données qui sont multisources. Alors bien sûr, tout ça, c'est un challenge technique et organisationnel. Au début, on était 10, très vite, on a été 30. On travaille avec 25 centres d'examen de santé, soit plus de 250 personnes tous les jours qui reçoivent des volontaires de Constance. Et toutes ces personnes, elles sont formées. Il n'y a pas une personne qui a accès même sur les fichiers administratifs sans avoir été formée par Constance. On avait embauché 18 neuropsies qui sont toujours sur place pour faire des examens de neuropsie. Et puis, on a mis en place du monitoring des données, parce que la qualité des données dans ce genre d'infra, elle est absolument primordiale. Et donc, il y a des attachés de recherche épidémiologique qui sont en permanence dans les centres pour faire du monitoring. Et donc, ce qui fait qu'il y a un flux permanent de données. Tous les jours, il y a des données qui arrivent. Et donc, actuellement, on en est à 100 téraoctets qui sont gérés ici, et 40 au CASD, parce que, comme vous le savez, le SNDS, on ne peut pas le gérer dans n'importe quelle base de données, et que le seul endroit où on pouvait, enfin, le seul endroit, il y avait aussi des entrepôts privés, mais au moment où on avait besoin, qui permettait ça, c'est le centre d'accès sécurisé aux données. Donc, Constance a tout son SNDS au centre d'accès sécurisé des données, et c'est au sein du CASD qu'on met en place des bulles sécurisées pour que les chercheurs puissent travailler sur les données appariées au SNDS. Et donc, comme on l'a vu, notre ADN, en tant qu'infrastructure, en taux de cohorte, c'était sûr, mais nous, en tant qu'infrastructure,
c'est notre ADN. Et donc, on a reçu une partie des financements aussi pour cette ouverture. Et donc c'est notre objectif, c'est une large ouverture multidisciplinaire, effectivement, que ce soit de la santé publique ou des mathématiques ou des sociologues ou des économistes de la santé. Voilà, tous ceux qui ont quelque chose à voir quand même avec la santé publique, largement. On en est à 274 demandes d'accès évaluées et il y en a 20 en 2024. Donc, ça n'arrête pas, ça arrive beaucoup et ça n'arrive pas uniquement par pour nous, par des centres qui sont labellisés INSERM. Ça peut survenir de partout, ou INSERM ou CNRS, tout ça. Donc, parfois, il faut quand même faire attention. On a des clubs des utilisateurs qui sont très actifs. Toute personne qui a accès à Constance, on peut participer à un club des utilisateurs par grand domaine. Et puis, on a pas mal de demandes et de saisines d'organismes publics. Là, on a eu des saisines récemment de la DGT, de la Direction Générale du Travail, de la Cour des Comptes. Et puis, on a plein d'accords avec Santé publique France, l'ANSES, des mutuelles. Et puis, il y a aussi savoir, quand on a une infrastructure comme Constance, mais là, on l'a fait aussi avec d'autres corps, comme Troisième Génération et ELF, savoir s'adapter à l'urgence. Il y a la pandémie, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on est capable de servir? Et donc, il y a eu l'enquête SAPRIS qui a été vraiment quelque chose d'important dans notre programme scientifique. Alors, comme je l'ai dit, il y a un vrai challenge organisationnel parce que finalement, est-ce qu'on savait faire? Nous, l'expérience qu'on avait, c'était l'expérience de Gatel, 20 000 volontaires suivis d'EDF, GDF, des statutaires, ils sont vachement comme ça, ils répondent. Au bout de 33 ans de suivi, ils répondent toujours, ils sont à 70% de taux de participation, ils sont en super forme, en super santé, donc voilà. Et puis finalement, on les suivait par questionnaire, il y a les bases des entreprises, mais finalement, c'était une base de données qui roulait aussi sans trop de problèmes, une personne qui s'en occupait, 3 chercheurs qui travaillaient autour, et on s'était dit, 200 000, c'est 10 fois 20 000, quoi. Et on va y arriver. Eh bien, je vous promets, pas du tout. Au départ, 10 personnes, très rapidement, 32. On était une petite équipe, on se connaît super bien, et je dis, voilà, approche start-up mode cool. Chacun se disait, moi, je prends en charge ça, moi ça, moi ça, moi ça. Et tout le monde touchait à tout. Et est arrivé, ce qui est arrivé, une catastrophe. C'est-à-dire qu'au bout, en 2017, c'était la catastrophe. Plus personne ne se parlait. On n'avait plus du tout la même vision du projet. Il y avait un esprit d'équipe qui était essoufflé, plus de dynamique. Il y avait des très, très grandes tensions. Je m'en vais, tu fais comme ça, t'es nul, machin, faut changer de direction, blabla. Et donc, on avait d'urgence besoin d'une spécialisation accrue et d'une garantie de qualité, de fiabilité des données. Parce que pendant qu'on n'était pas d'accord, les volontaires, ils arrivaient, 25 000, tous les jours, des fichiers invitaient les volontaires à se présenter dans les centres des mains de santé. Tous les mois, on envoyait les fichiers. Et malgré ça, on n'est vraiment pas d'accord, et notamment autour de la construction du système d'information, parce que les épidémiologistes voulaient avoir leur mot à dire sur la façon dont le SI était monté, le SI n'était pas content, les data managers étaient partagés entre... Et donc, c'était vraiment une catastrophe. Et donc, effectivement, là, on a compris qu'on était passé à la production industrielle de données. Alors, j'aime pas qu'on dise qu'on est des producteurs de données, mais on est entre nous et vous allez comprendre finalement ce que c'est. On était vraiment de la collecte artisanale à la production industrielle, d'une petite équipe à une grosse équipe, du mode cool au un mode explosif. Et donc, c'était en fait un nouveau métier. En fait, c'est un métier qui n'existait pas ailleurs. Il y avait, et je pense que ça, on en a rediscuté l'autre jour. Oui, ce métier n'a pas de référence. Il fallait qu'on l'invente. Il fallait qu'on l'invente de façon collective. Il n'y avait pas de mode opératoire connu et pourtant, il fallait vite faire quelque chose parce que franchement, on allait à la cata. Et donc, pour ça, je me suis dit qu'on avait besoin d'un accompagnement extérieur pour adapter une nouvelle méthodologie de travail. Et donc, on a fait un appel d'offres pour un prestataire pour accompagner les membres de l'équipe dans le développement et l'optimisation de leurs compétences managériales et organisationnelles, ça c'était le titre de marché, au travers un accompagnement, coaching individuel et collectif. Et donc, on a trouvé effectivement une société qui nous a permis de faire ce coaching. Il est arrivé en 2017, il a vu tout le monde en collectif, tout ça. Moi, c'est des moments difficiles, hein. C'est des moments de très grande tension et de très grande fragilité de certains personnels. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, franchement, ils sont tous vraiment bons, mais vous allez en avoir pour 5 ans avant d'adopter. Et donc, ce groupe a fait des coachings collectifs, beaucoup en 2017, un peu moins en 2018, et surtout, ils ont mis à disposition un manager de projet expérimenté
qui a résidé au sein de l'équipe de 2017 à 2019 et qui nous a apporté énormément dans la formation en mode projet et qui nous a fait de l'accompagnement au changement. Alors tout ça, avant, c'était des termes, franchement, je me disais, c'est un peu sectaire. Et ça n'a pas été sectaire, je pense que ça a sauvé le projet. Et voilà, je voulais vous apporter cette expérience parce que je pense que c'est vraiment très important. Et à partir de 2020, on n'avait plus cette coaching expérimentée, on a fait appel à un chef de projet EY pour toujours avoir ce regard extérieur sur ce qu'on fait et jamais se reposer sur nos lauriers. Quand on est en zone de, en zone de confort, c'est compliqué. EY, c'est Ernst & Young. On l'a pas choisi, c'est des marchés, hein, et donc et on est super content. Et puis à côté de ça, on a pu faire un audit de notre système d'information en 2018 avec le manager du projet, et cet audit nous a donné des préconisations sur le système et la mise en place d'une gouvernance de données. Donc c'est à partir de tout ce travail qu'on a pu reprendre tous les rôles, définir des rôles et activités liés à la gouvernance des données. Donc, on a structuré notre équipe avec des work packages extrêmement précis sur qui fait quoi et comment. Et on a pu remettre en place, redessiner notre système d'information, dont vous voyez ici qu'il est assez complexe. Je vous rappelle, il y a quand même 100 téraoctets de données. Alors, à la fois des données, mais à la fois avec ici toutes les données qui arrivent dans un entrepôt de données de santé, et puis avec ce qu'on a mis en place, des bases tampons ou des programmes qui tournent tous les jours, par exemple, sur les données qui remontent des centres d'examen de santé, qui sont des plans de validation et qui rejettent les problèmes sur lesquels les attachés de recherche épidémiologique pourront travailler avec les centres de santé, par exemple. Et puis, d'un entrepôt, après ça, on a un cube test, et entre l'entrepôt et le cube test, on a tout un programme de nettoyage de données, et notamment de questionnaires. Et puis après ça, on fait une sélection des données qui vont aller dans un cube de production, et c'est ce cube de production dans lequel les données doivent être toutes documentées, et c'est là-dedans qu'on va faire les extractions de données pour mise à disposition des chercheurs. Et puis, on a aussi donc les données du SNDS qui sont gérées dans des bulles sécurisées du CSV. Et puis, il y a toutes les données identifiantes dans lesquelles on n'a pas accès, donc c'est complètement séparé. Il y a les données, les coordonnées des mails, il y a les coordonnées d'adresse postale, les historiques résidentiels qui sont ici dans la plateforme informatique du centre, mais sur un personnel qui est entièrement pris en charge sur Constance. J'insiste. Et puis, il y a des données, des numéros de sécu. Hein. On a un tiers de confiance qui est l'assurance vieillesse, tous nos numéros de sécurité sociale, de l'accord de volontaires et des non-participants. Et puis également, il y a tout ce qui est les consentements papier qui sont gérés dans l'imprimerie nationale. Et puis, il y a tous les autres données, environnement résidentiel, contrôle de qualité de données, les données socio-professionnelles de la CNAF qui sont dans des autres bases tampons, qui ne sont pas encore intégrés dans le système centralisé, mais pour laquelle on va aussi industrialiser tout ce qui est ça dans un programme de France 2030 qu'on a en commun avec Marie-Aline et Gianluca. Donc, travailler en mode projet, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois que vous faites quelque chose, on le documente. C'est pas compliqué. À chaque fois qu'on a une tâche, à chaque fois qu'on a un chantier à mettre en place dans Constance, on documente, on fait une note de cadrage, on planifie, on réalise, on suit et on contrôle avec des matrices responsabilité tâches de façon que qui c'est qui prend la responsabilité de ça, qui c'est qui accompagne, qui c'est qui approuve et qui c'est qui doit être informé et de façon à ce que chacun sache grosso modo les chantiers et de façon qu'il n'y ait pas que tout le monde soit informé et tout le monde soit d'accord sur le qui fait quoi. Et donc la suite de ça logique, c'est la mise en place d'un outil de gestion de projet. Et là, on a une nouvelle directrice opérationnelle qui nous a amené cet outil et qui a fait en sorte que les équipes l'acceptent. C'est-à-dire, c'est un outil qui permet de planifier, d'organiser et suivre les tâches et les temps de travail. Et je pense que ça, c'est important, les temps de travail. Pas parce qu'on veut fliquer, parce qu'on va faire des partenariats privés et qui vont nous dire combien ça coûte. Combien ça coûte, et on va leur dire, oui, ça coûte cher parce que c'est beaucoup de travail. D'accord, mais ça suffit pas quand vous faites des partenariats avec le privé parce que eux, ils savent faire des budgets. Donc, il va falloir, et pour que les équipes acceptent de dire, je chronomètre mon travail, par exemple, pour une extraction de données, ou eh bien, il faut avoir une très grande maturité, et il faut, à un moment donné, qu'ils disent, oui, c'est évident, et ça va nous libérer d'autres types de travail qu'on fera. Donc, il y a plusieurs types d'entrées dans RIC, des entrées projets, tâches, sous-tâches, etc. Et puis, voilà, on définit des nouveaux priorités, etc. Ça permet de faire des diagrammes de Gantt, des tableaux, enfin, tout ce que vous voulez. Ça permet de meilleure gestion des charges de travail, voilà.
Et puis, ça permet aussi d'une collaboration en temps réel, parce que dans RIC, vous pouvez faire des forums de discussion, etc. Et donc, voilà un petit peu, voilà ici, par exemple, pour une extraction, ben, on voit les statuts des extractions, elles en sont, on met en place des ordres de priorité, et on voit au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe et comment on en est. La même chose ici pour une action de création d'algorithmes, on voit un petit peu les diagrammes. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir cet outil pour quand on a des tâches. On est dans de la constance, on est dans de la production industrielle, encore une fois, on n'arrête pas d'avoir ces données, et donc il y a beaucoup de personnes qui ont des tâches successives à faire, et puis ça commence par un tel, l'autre tâche, elle dépend de la première, donc il faut la commencer après. Donc dans RIC, on a tout une planning, et puis quand j'ai arrêté cette tâche, ben, je dis à l'autre, ben, ça y est, j'ai fait, tu peux commencer. Donc voilà, il y a une succession de tâches comme ça, et ça nous permet vraiment de travailler ensemble. Alors l'ouverture, effectivement, c'est un souci. Donc l'ouverture dans Constance, le cœur de Constance, encore une fois, ce sont les données. Et quand on a tant de données, ben, il faut mettre en place une gouvernance des données. Et donc, c'est quoi une gouvernance des données? C'est tout ce qu'on fait sur les données, c'est partagé, c'est connu et c'est organisé. Donc, il y a la sécurité des données, ça comprend tout ce qu'on fait sur les données, de nouvelles données intégrées, les données calculées. Si on veut intégrer une nouvelle donnée au catalogue des données, ben, on passe par la gouvernance et on planifie, est-ce qu'on le fait maintenant, est-ce qu'on le fait après, etc., etc. Et on a naturellement un catalogue des données. Donc, en fait, il y a pas mal d'enjeux autour du partage de données. Je pense qu'on pourrait faire un séminaire là-dessus. La première chose, c'est ben, si on veut partager, il faut que ça intéresse les chercheurs. Donc, il y a tout un travail en amont sur monter la cohorte avec les chercheurs, parce que c'est les chercheurs qui vont l'utiliser. Il y a la qualité des données. Il y a quand même quelque chose qui est très particulier dans ces cohortes, c'est qu'on ne les fait pas pour nous. Et quand on les fait pour quelqu'un d'autre, eh ben, on lui donne quelque chose aux chercheurs à qui on va partager nos données. Et donc, ce qu'on lui doit, c'est la qualité des données. Donc, il y a tout un travail autour de la qualité des données, tout un travail autour de la documentation. Donc, Marie-Aline a parlé tout à l'heure de documentation. Nous aussi, on s'est remis dans une nouvelle type de documentation qui s'appelle DDI, qui sont des documentations de metadata qui documentent les données sur tout leur cycle, sur tout le cycle de données. Et donc, en ce moment, on est en train de reprendre tout ça. Donc, ça va aussi alimenter notre catalogue. Il y a l'accessibilité aux données, SNDS, très compliqué. Dans Constance, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le. Donc, on est en train de mettre en place des plateformes pour aider les chercheurs à utiliser le SNDS, qu'on est en train de partager avec les cohortes de France Cohorte. On accompagne. Il y a l'organisation de l'accès des données. Donc, effectivement, on a une plateforme où les chercheurs déposent leurs projets, avec après ça qui suit toute l'instruction des dossiers. Et j'ai mis en rouge la conformité réglementaire et juridique. Parce qu'une fois que vous avez une MR 004, il faut des conventions de mise à disposition des données. Alors, quand c'est l'INSERM, je ne vais pas dire que ça va, parce qu'il y a toute la partie conformité réglementaire qui est compliquée, mais au moins, il n'y a déjà pas de convention, mais quand c'est d'autres institutions, c'est extrêmement compliqué. Et donc, les délais d'accès peuvent être très grands. Et puis, il y a les relations avec le milieu de la recherche, parce qu'on est aussi des chercheurs. Et donc, il faut éviter la rivalité avec les chercheurs. Et donc, c'est pour ça que nous, on a un conseil scientifique et qu'on use et on abuse de notre conseil scientifique. De façon, nous aussi, il y a pas mal de chercheurs qui demandent accès aux données, donc il n'y a pas besoin forcément de passer dans le conseil scientifique, ça passe pas par nous, mais tout est envoyé au président du conseil scientifique et c'est lui qui décide. Et c'est lui, à la fin, qui signe et c'est lui qui décide si c'est oui ou si c'est non. Il y a un problème de relation avec les chercheurs et très sincèrement, on n'est pas un supermarché de données. Et ça, il faut absolument que, alors c'est pas tellement dans notre discipline-là, mais il y a beaucoup de chercheurs, des startups, des machins qui disent, bah, ça a été financé, tes données, elles sont à toi, tout ce qui est à toi, c'est à moi, etc. Donc il y a une espèce de, voilà, non, on n'est pas un supermarché de données, on doit se faire respecter. On est certes des producteurs de données, mais de la donnée scientifique qui est faite pour faire de la recherche. Et puis, il y a un accompagnement des données jusqu'où on va. Et on a un vrai problème, je dois le dire, avec l'encadrement des thésards. Parce que ce sont des très gros fichiers, c'est vraiment pas pour des M2. Hein, et donc, on commence à aider le thésard, puis un petit peu plus, puis franchement, un thésard, c'est sympa. Hein. Donc, on continue, puis après ça, on y passe des heures, et le directeur de thèse, on ne sait pas pourquoi, petit à petit, ne fait plus partie des discussions. Et donc, l'idée, c'est jusqu'où on va, et donc, on est en train de régler ça avec l'équipe, c'est de se dire jusqu'où on va. Quid des institutionnels? Alors, d'abord, on va parler des personnels. On en a déjà parlé. Dans Constance, il y a un seul statutaire. Tout le reste, ce sont des contractuels.
Et donc, qui dit contractuel, dit problème de salaire, parce qu'à l'INSERM, on ne peut pas faire les salaires, notamment des data scientists ou gestionnaires de bases de données, aucune évolution de carrière et une précarité la précarité d'une importante partie du personnel. Ça, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qu'on partage tous. Les enjeux économiques, très gros budget. On a eu un très gros budget pour Constance. On l'a entièrement géré au niveau de l'UNES. Il n'y a jamais eu de... il faut maintenir ce budget aussi. Comme on est une infrastructure nationale de recherche, on nous demande de faire des estimations des coûts complets de la cohorte. Donc les coûts complets, c'est mettre aussi l'allocation ici de combien ça coûte à l'INSERM. Voilà, donc c'est très complet, c'est très compliqué. Et on nous demande une chose extraordinaire, c'est le modèle économique. Et très sincèrement, quand on va vers nos tutelles en disant un modèle économique, ils nous disent, bah, tu mets ce qui rentre, tu mets ce qui sort, d'accord, mais un modèle économique, moi personnellement, un modèle économique d'une cohorte, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, on a essayé d'y réfléchir à plusieurs, mais ça ne fait rien. On nous demande à chaque fois un modèle économique, de définir les coûts d'accès aux données, aux échantillons. On en a déjà parlé, c'est très compliqué. Alors nous, on fait payer. On fait payer et on est obligé de faire payer parce que si on ne fait pas payer, comme on a une diminution de coûts, on ne s'en sort pas. Et voilà, d'une année sur l'autre, on arrive à faire rentrer entre 800 000 et 1 million d'euros, à la fois du coût d'accès, à la fois de l'argent qu'on va chercher un peu partout. Et si on avait ça, on devrait dégrader d'autant les protocoles, si on n'avait pas ça. Les partenariats privés, ben oui, c'est compliqué, on est une équipe, on fait de la santé publique. Moi, je sais pas, pour moi, la santé publique, Servier, tout ça, c'était l'enfer, quoi. Et donc, on a dû apprendre à parler avec les partenaires privés, avec les grands labos, avec L'Oréal, tout ça. Et ça, il y a un énorme travail qui est fait avec INSERM Transfer et je voudrais le saluer parce que nous, ça nous a apporté quand même pas mal de budget. Et puis, on a une manque de visibilité temporelle des financements avec des yo-yo des financements. Nous, entre le PIA 1 et le PIA 2, on a eu des super évaluations, boum, moins 30% du budget. Et là, on sait tous pas ce qui va se passer pour la suite. Les relations institutionnelles, j'ai mis une gouvernance institutionnelle complexe. 3 universités, l'INSERM, la CNAM et la CNAV. Et à chaque fois, on a besoin de s'adapter à leurs procédures, leurs standards, à leur culture. C'est pas évident. Un accord de consortium signé avec beaucoup de retard, je pense que vous aussi. Mais je pense qu'on a peut-être eu 5, 6 réunions de notre comité institutionnel depuis le début. Donc, on peut se poser les questions sur pourquoi. Un super conseil scientifique. Et franchement, je ne donne pas beaucoup de conseils, mais le conseil scientifique, c'est ce qui nous sauve quand on a des institutions qui ne font pas le boulot. Ou alors qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une cohorte. Le problème, il y a un vrai problème de valorisation scientifique institutionnelle de ce qu'on fait. Une cohorte, ça met des années avant de pouvoir vraiment publier. Et en attendant, c'est comme si on n'existait pas. Et quand on a eu les 10 ans de Constance, j'ai demandé à la communication de l'INSERM, on ne voulait pas faire ça n'intéresse personne, ce n'est pas de la recherche. Et je trouve que, et donc ça rend, c'est une activité qui n'est pas publiable, c'est une activité qui n'est pas reconnue, c'est une activité invisible, et donc c'est pas toujours facile. Alors, moi je suis PUPH, donc ça va, je pense que pour les chercheurs INSERM, quand ils s'engagent comme ça sur des longs termes, je ne sais pas comment ça peut être reconnu par l'institution, le travail que vous faites. La pérennité du projet, c'est un gros problème. Renouveler les interlocuteurs, enfin, par exemple, les tutelles, depuis le début, on en est tous ensemble, à notre 4e PDG de l'INSERM et à notre 6e directeur d'Institut de santé publique. Très sincèrement, ils ont tous eu un avis sur Constance. Et ils m'ont tous donné des conseils. Il n'y en a pas un qui était le même que l'autre. Et si on ne savait pas où on allait exactement, très sincèrement, j'aurais été très ennuyée. Mais c'est compliqué, ça. Le problème des renouvellements des personnels, on en a parlé. Et ce qu'on comprend, c'est c'est des contractuels qui mettent en place ces cohortes et elles ont accumulé une énorme expérience. Donc, perdre un contractuel parce qu'on ne peut plus renouveler son contrat ou parce qu'on ne peut pas le payer ce qu'il va être payé dans le labo d'à côté, dans le labo privé, dans le CRO d'à côté, c'est vraiment très compliqué et c'est une perte. C'est une perte pour tout le monde. Et c'est une perte aussi pour nos financeurs. Et ça, j'aimerais qu'ils comprennent ça. Et donc, il y a le problème du renouvellement du PI à un certain âge. Voilà. Donc, moi, j'ai la chance. C'est en train de se mettre en place. Et bientôt, voilà, on en parlera. Donc, en conclusion, un projet complexe, des responsabilités très lourdes. J'insiste sur qu'une cohorte, c'est très lourd. Une cohorte, c'est aussi un PI. On n'a pas le même avis avec Marie-Hélène. Moi, je pense que c'est important que ce soit un PI, ne serait-ce pour les volontaires. C'est incarné par une personne, notamment pour les volontaires. Dans Constance, on a mis en place une association des volontaires et c'est très important
que ça soit moi qui aille à leur réunion d'association, tout ça. Mais en attendant, on ne peut pas le porter tout le temps sur les épaules. Un nouveau métier, une organisation de travail à mettre en place, savoir faire appel à des prestataires. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que, bon, Constance, ça marche super bien. Les utilisateurs, ils sont super satisfaits, très satisfaits. On a une équipe impliquée et motivée. Et je voudrais aussi insister sur le soutien des collègues qui étaient derrière nous, qui ont nous aidés à monter le projet. Alors, ils n'ont pas tous soutenu, mais ici, oui, ils ont beaucoup soutenu. Et ils participent au club des utilisateurs. Et Constance, c'est pour eux. Et donc, je trouve que c'est très important qu'ils soient complètement impliqués dans Constance. Et je tiens à les remercier.